Yo yo yo, vous êtes dans Chemin d'artiste et d'auteur par Ibélion. Vous allez écouter l'épisode 2 et aujourd'hui, on va parler de critique constructive, d'écriture, de collaboration et toujours, évidemment, d'hasard de dingue. Allez, bonne écoute et à bientôt. Ouais, salut à tous. Aujourd'hui, épisode 2 du podcast et on va parler de ceci. Ceux qui écoutent, vous ne voyez pas. Ceux qui sont sur YouTube, vous voyez. Mais j'ai évidemment montré le livre, mon premier livre, édité et publié, Legends of Carnoa, l'étreinte éthérée. On les a reçus cette semaine et c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Je suis à la fois super fier de le tenir en main. Ça fait hyper chaud au cœur. Tu sens vraiment l'achievement, quoi. Tu vois, t'as la preuve que t'as avancé. Et paradoxalement, j'ai vraiment déjà très hâte de recevoir le deuxième. Pour ça, il faudrait que je l'ai écrit. Heureusement, j'ai déjà commencé, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Donc, forcément, je les ai reçus, les gens vont commencer à le lire. Je me suis dit, même si on en a déjà parlé un petit peu avec tous les concernés, sur les différents médias sur lesquels on a pu intervenir, et bah aujourd'hui j'ai envie de parler de la genèse de cette histoire, du pourquoi, du comment, et vous allez voir qu'il y a quand même un thème récurrent, c'est le fameux hasard de dingue, mon pote. Et ouais, parce que ces livres-là, c'est exactement ce que j'écris dans l'avant-propos. Franchement, c'est un hasard miraculeux, quoi. Donc, j'ai mes quelques notes pour pas oublier de sujets à traiter. Et c'est parti, hein. On va parler de la genèse, de la naissance de Legends of Carnoa. Parce que c'est pas que moi, et c'est ça qui rend cette histoire encore plus belle, c'est que c'est une histoire humaine, une histoire de collaboration avec plein de gens différents. Et même si l'écriture, tiens, ça va être ça, la première leçon du podcast d'aujourd'hui. Même si l'écriture est un processus qui est très personnel et très solitaire, parce que tu écris tout seul, et bah, il se trouve que publier un livre de cette qualité d'impression-là, et bah, ça demande énormément de compétences différentes. Et ce fut un plaisir de ne pas devoir toutes les porter tout seul. Et donc, être écrivain, c'est un travail solitaire, mais pour mener des projets vraiment très professionnels, et bah, c'est quand même mieux d'être entouré. C'est pas nécessaire forcément, il y a des gens qui arrivent très bien tout seuls, mais moi, je suis très content pour mon premier livre d'avoir pu faire ça avec des gens que j'apprécie et avec qui j'aime travailler. Voilà pour l'introduction. Maintenant. Le commencement de tout ça. Le commencement de tout ça, et bah, ça remonte à août 2023. Ouais, août 2023. Et finalement, c'est allé assez vite, parce que l'idée a quand même pas un an presque. Donc, août 2023, à ce moment-là, Ibélion, comme je l'ai dit dans le premier épisode du podcast, que vous pouvez aller écouter d'ailleurs, Ibélion commence à décoller un petit peu. Je commence à avoir une petite audience, notamment sur X, Twitter à l'époque. Et c'est à cette époque-là que je tombe sur Cryptocademia, qui est du coup une plateforme de learn, play and earn qui permet de vulgariser, qui fait des cours de vulgarisation de la finance, les marchés, la blockchain, le Web3, etc. Tout ça est évidemment gratuit. Tu peux répondre à des questionnaires une fois que tu as lu ton cours, comme un petit test finalement. Tout ça te permet de gagner des points qui te permettent de jouer, de gagner des récompenses. Donc, la base de Cryptocademia, c'est le monde financier. Le monde financier, dans l'imaginaire collectif, il est catégorisé par deux choses, le bear market et le bull run. Le bear market, c'est quand les marchés se cassent la gueule, donc quand tout est rouge.
Et le bull run, c'est quand les marchés sont haussiers et donc quand tout est vert. Je ne sais pas, j'ai pas fait mon travail d'étymologie, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, tout ça est associé à des bears et des bulls, des ours, des taureaux, pour les plus francophones d'entre nous. Et ça, c'est quand même génial pour faire un lore. Et donc, c'est ce truc-là qu'a choisi Cryptocademia pour build un univers autour de leur entreprise et de leur plateforme d'apprentissage. Voilà pour la petite parenthèse de présentation de Cryptocademia. Donc en août 2023, je les rencontre. Je rencontre surtout Nab / Aubin, un des fondateurs, le deuxième étant Yoz. Et on sympathise et il m'invite à une AMA sur son Discord, sur son live, pour que je présente ce que je fais, etc. Donc déjà, super sympa de sa part, parce que à l'époque, j'étais pas non plus genre je le suis toujours pas, mais j'étais pas une star, tu vois, donc c'était quand même très sympa de sa part de m'inviter. C'était la première fois que j'allais parler à des gens de cet écosystème-là, parce que pour l'instant, les seules interactions que j'avais avec eux, c'était finalement du tweet, quoi, donc juste de l'écrit. Et donc, il m'invite, je suis giga stressé, et à ce moment-là, je me répétais un truc en permanence, je me disais, ok Sam, là, t'as giga peur, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu le fasses. Faut vraiment que tu le fasses. Et j'ai retrouvé un peu cette adrénaline du stress d'avant-examen ou d'avant-situation très importante. Et c'est pas du stress de mal à l'aise en mode ok, là je fais quelque chose que j'aime pas. C'est du stress en mode vas-y, là je fais un truc, je sais que c'est important, il faut pas que je me plante. Et donc j'étais dans cette... je me rappelle avant l'interview, j'étais là, putain, tu respires. C'était compliqué. Je me rappelle que c'était compliqué. Évidemment, j'avais pris au taquet de notes, je m'étais entraîné. Spoiler alerte, j'ai pas du tout suivi mes notes. Mais elles avaient le mérite de m'avoir mis en place et mis en tête les plus grandes idées qu'il fallait dont je parle. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'était quand même pas mal. Et donc, on fait cet amas. Ça se passe super bien, c'est giga cool. Nab, mais hyper à l'aise. On était en petit comité, je sais plus, devait y avoir une 20 ou 30 personnes, tu vois. Ce qui est déjà, genre, c'est énorme déjà de parler. C'est l'équivalent de parler à une classe, quoi. Donc c'est cool, c'était vraiment très cool. Et en fait, pendant cet amas, Nab découvre que j'écris. Preuve, s'il en fallait, que les gens ne lisent jamais le tweet quand il fait plus de 2 lignes. Parce que oui, Nab, je l'avais déjà dit avant, mais bon, passons. Et donc, il découvre que j'écris. Et ça lui reste en tête. Voilà, ça lui reste en tête. Et il découvre que j'écris aussi parce que à l'époque, j'allais pas venir les mains vides en amas. Donc, j'avais préparé des petits cadeaux aux participants. Et à cette époque-là, je venais de créer ma collection YB City, donc ma ville avec des animaux anthropomorphes qui ont tous des histoires complètement délirantes, beaucoup inspirées de Zootopie, Black Sad, etc. J'en parlerai plus tard dans un autre podcast parce qu'il y a beaucoup de choses très marrantes à dire sur cette collection de YB City. Bref, je fais 2 habitants de YB City pour les participants de l'AMA de Cryptocademia. Donc évidemment, je fais un ours et un taureau. Et là, je me suis marré, quoi. Je me suis marré dans l'histoire que je leur racontais. Je me rappelle avoir inventé genre 2 espèces de dieux businessmen de la ville. Et donc, il y avait... attendez, je regarde le nom. Ouais, c'est ça. Il y avait Bullish Bob. Voilà, tu as le... Bullish Bob et Crash le taquin. Et le plus drôle était Crash le taquin, parce que c'était un ours blanc vautré dans un fauteuil en cuir hyper bien sapé. Tu sentais qu'il était à la fois très riche et derrière ça encore plus riche. Voilà. J'ai cherché une vanne, j'en avais pas, mais il était très riche. Très 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 riche. Et donc je l'avais appelé Crash le taquin parce qu'en fait c'était un spécialiste, voilà. Il arrivait
lui a toujours retombé sur ses pattes quand tout se passait mal. Mais c'était pas le cas de tout le monde et il aimait bien en jouer. Donc il était un peu taquin, le petit Crash, quoi. Donc Crash le taquin. Voilà. Bref, c'est un des premiers contacts qu'a Nab avec mon écriture. Et je me rappelle que pendant la main, il fait faudra qu'on rediscute. Et bon, comme je l'ai dit, j'étais tellement stressé que tu vois, c'est moi pour le coup, ça m'est rentré par une oreille, ça m'est ressorti par l'autre. Mais bref. Et donc, fin d'AMA. Et là, Nab me dit, vas-y, il me dit, je sais plus, peut-être 2 semaines après, il me dit, ouais, il faudra qu'on parle parce que j'ai vu que t'écrivais, du coup j'ai compris que t'écrivais, et voilà, j'ai un truc dont il faut que je te parle. Donc vas-y, c'était les vacances, tout le monde est un peu off en août quand même. C'est aussi assez calme dans le CTFR. Et donc on se capte en septembre, on s'attrape en septembre, je sais plus, mi-septembre, un truc comme ça. Et en fait là, il me dit, et c'est là le hasard de dingue finalement. Là il me dit, en fait mon idée c'est d'écrire un livre. Enfin, là il se corrige. Non, mon idée c'est d'écrire une trilogie, une trilogie sur le monde de Carnoa. Et l'idée, en gros, c'est il y a un monde magique, il y a une académie de magie, il y a des bears, il y a des boules, et il y a un moment, ils vont se taper dessus. Bon, voilà. On est dans un trope de fantasy très classique, finalement. Mais il n'y a pas beaucoup d'indications, et ce qui est nickel parce que j'aime un peu moins l'exercice du copywriting, on va dire. J'aime bien être assez libre dans le développement de mes idées. Et donc là, c'est parfait, quoi. Là, j'ai toute la liberté possible. Il y a un cadre qui est à la fois précis, mais qui laisse quand même beaucoup de place à l'imagination, donc c'est top. Et ouais, je me rappelle que le résumé tenait finalement, c'était assez facile. J'avais écrit un monde magique, 2 peuples, beaucoup de magie, une école et la guerre. Voilà. Et donc, je réfléchis à quoi lui dire, mais en fait, à cette époque-là, je crois que je l'avais déjà un peu dit d'ailleurs dans le podcast d'avant, je me rappelle plus très bien, mais à cette époque-là, je venais de finir un manuscrit moi, donc en fait, j'avais plus vraiment de projet d'écriture, de gros projets d'écriture en cours, et donc ce truc-là tombe parfaitement, quoi. Donc je suis là, en plus, j'ai jamais conduit le process de livre jusqu'au bout, je suis jamais allé jusqu'à la publication, que ce soit en auto-édition ou en édition totale, et donc je suis là en mode ah bah en fait, si je peux ne pas le faire tout seul pour la première fois, c'est encore mieux, quoi. Comme ça, on va découvrir ensemble, on va pouvoir se soutenir ensemble, etc., etc. Et donc c'est là, franchement, je dis hasard de dingue, tu vois. Et s'il y a une leçon, c'est vraiment laissez-vous porter par l'inspiration, par les projets, par ce qu'on vous propose, et donnez toujours. Tu vois, si j'avais commencé à chipoter pendant l'AMA en disant ouais, les 2 cadeaux que je t'ai fait, Crash le taquin et Bullish Bob, en fait, je sais pas trop si je peux te les donner, faudrait plutôt enfin, j'aimerais bien être payé, machin et tout. Bah, laisse tomber, il m'aurait jamais rappelé après pour me dire écris un livre, s'il te plaît, frérot. Donc donnez. Mais donnez soit de manière complètement caritative, quoi, enfin sans attendre rien en retour, parce que si vous donnez avec toujours la latence sous-jacente, enfin pardon, avec le sous-jacent de ah je te donne mais c'est pour que tu me donnes derrière, quoi. Voilà, laisse tomber, ça se sent et puis bon, ça sert à rien, quoi. Et donc donner sans attendre rien en retour ou voilà, non, c'est le principal. Voilà, donner sans attendre rien en retour. Et l'univers, le karma, tout ce que vous voulez, ça vous servira derrière. Il vous récompensera. Et donc, hasard de dingue. Voilà, c'est ça la conclusion. Hasard de dingue. Parce que on se connaissait pas, on se rencontre, on discute pendant une AMA, il découvre que j'écris, il me demande d'écrire un livre à un moment où je n'ai rien d'autre à écrire. Je dis oui. Et là, il se passe un truc encore plus exceptionnel, c'est que du coup, on se dit, ok, vas-y, je réfléchis, et on se rappelle plus tard, je te présente ce que je pourrais potentiellement commencer à écrire et vers où je pourrais partir. Et si ça vous va, à toi et Yoz, le second fondateur, et let's go, quoi. Et
on se rappelle 2 semaines après, et donc je lui présente mon pitch. Et en gros, mon idée principale, au-delà de... Parce que finalement, on allait être dans un monde de fantasy. Donc, l'histoire allait être globalement assez classique. C'est-à-dire que tu as une situation de départ, tu as un événement initiateur, tu as un bousculement, et donc de l'état initial, plein de péripéties, des hauts, des bas, etc. Et à la fin, tu arrives à un nouvel équilibre, finalement. Une situation finale, qui est mieux, qui est moins bien, qui est la même, ça dépend de où tu veux aller. Et au milieu de tout ça, tu as des personnages qui forcément doivent être intéressants, ils ont forcément des évolutions, etc., etc. Enfin, forcément des évolutions, ça dépend. En tout cas, il y a forcément certains personnages qui ont des évolutions. Et donc, mon idée, au-delà de tout ça, pour rendre ça un peu cool, on va dire, même si ça aurait été cool sans, mais pour rendre ça un peu cool, parce qu'on est quand même dans un monde Web3 crypto, tu vois. C'est le but de Cryptocademia, de vulgariser tout ça, de le rendre accessible et compréhensible aux gens et moins obscur. Et moi, finalement, entre mars et août, septembre 2023, mon bis principal, c'est grosso modo de développer des collections artistiques / écrites sous forme de NFT. Donc, on baigne quand même beaucoup dans le monde de la blockchain. Et donc, mon idée principale, c'est de blockchainiser le système magique du monde du monde. Et je le vois... Alors, tout de suite, je veux pas du tout que ça soit technique. C'est-à-dire, je veux pas que le mec qui lise ait besoin d'un bac plus 10 en blockchain pour comprendre l'histoire. Mais les blockchains amènent quelque chose de très intéressant. Déjà, c'est leur fonctionnement avec les 3 piliers fondateurs d'une blockchain qui sont la sécurité, la décentralisation et la scalabilité. La capacité à encaisser de grands volumes de transactions sur le temps le plus court possible. Et en fait, ces 3 piliers, quand on les réfléchit de manière presque politique, philosophique dans un monde, et ben ça devient hyper intéressant. Parce qu'on se rend compte qu'on retombe sur des sujets qui sont assez récurrents dans l'imaginaire collectif et dans les histoires. On ne peut pas avoir les 3 piliers. Avoir les 3 piliers, c'est utopiste. Et donc, il faut toujours faire un choix, entre guillemets. Et donc là, on voit bien qu'il y a des trucs intéressants. Parce que par exemple, si mon pouvoir est complètement centralisé pour assurer une forte sécurité, et ben ça se fera sûrement au prix d'une certaine liberté. Et si mon pouvoir est complètement décentralisé, bah politiquement, on pourrait presque se dire qu'on pourrait se rapprocher presque d'un système anarchique. J'exagère évidemment. Et là, tu pourrais te poser la question de ok, on est complètement libre, mais est-ce qu'on est en sécurité? Et donc ça, c'est forcément très intéressant. Et donc tout de suite, je me dis ok, c'est par là que je veux partir. Et tout ça va me permettre d'avoir mes états initiales et finales de mon histoire, finalement. Et au-delà de ça, le système du blockchain fonctionne très bien pour un système magique. C'est-à-dire que l'idée de ce monde, c'est je veux envoyer un sortilège magique, et bah il y a quelqu'un qui doit valider mon sortilège, et là il peut se lancer. Donc le fonctionnement d'une blockchain, enfin d'une transaction sur une blockchain, quoi. Et donc tout de suite, ça c'est très intéressant. Et donc j'invente un monde où l'état initial, c'est il y a un petit groupe de personnes qui s'appellent les enchantateurs qui valident l'utilisation ou non de la magie des gens. Et donc, on se retrouve dans un système finalement où le pouvoir est centralisé, puisqu'il y a un petit groupe de personnes qui décident de si oui ou non tu es apte à utiliser la magie, et donc une espèce de paix relative installée par privation de liberté. Voilà. Je parle de tout ça à Nab, et là, encore une fois, hasard de dingue, Nab avait un peu la même idée. Disons qu'il avait cette idée de pouvoir blockchainiser la magie, forcément. Hein. Et donc ça tombe super bien, parce qu'en fait, on est tout de suite d'accord en fait, sur
là où on veut aller avec cette histoire. Et donc, je lui présente ça, et franchement, il y a quasiment zéro débat, tu vois. Il me dit ah ouais, vas-y, c'est bon, ça me va, ça a l'air très cool, let's go, tu vois. À l'époque, j'ai aucun personnage, j'ai aucune trame vraiment d'histoire plus précise que ça. Donc, lui, il me fait une confiance aveugle. Et ça, je le répéterai. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mes remerciements de livre. Il me fait une confiance aveugle, parce qu'en plus, vous allez voir dans la suite. Ah là là. Et donc à ce moment-là, je commence l'écriture. On est en septembre. En vrai, je commence vraiment en octobre, plutôt en octobre. Je me fais. Au début, j'écris un peu comme je le sens. Euh, Notamment le paragraphe d'introduction, en me disant ok, si j'arrive déjà à faire un petit résumé de l'univers assez rapide, je me mets déjà quelques barrières pour essayer de pas les dépasser, quoi. Et donc, je commence à écrire de manière un peu aléatoire, dans le sens où je réfléchis pas trop à l'architecture générale, juste je commence à écrire. En fait, je fais des tests. Je fais des tests d'univers, forcément, et je fais des tests de style, beaucoup aussi, pour voir ce qui marche ou ce qui marche pas. Et il y a un truc qui me trigger un moment. Au début, en fait, j'écris avec narrateur omniscient qui est dans la tête de différents personnages. Donc ça a beaucoup d'avantages, notamment que le narrateur, en fait, finalement, il peut t'expliquer l'histoire. Enfin, il peut t'expliquer le fonctionnement de l'univers plutôt que t'expliquer l'histoire. Parce que si t'expliques toute l'histoire, c'est qu'il y a un problème. Mais en fait, il y a un truc qui marche pas, parce que je me rends compte que je veux qu'il y ait du mystère. Et donc à ce moment-là, je mets un peu en pause l'écriture, et je commence à faire une trame un peu plus précise de mon histoire. Comme j'ai commencé un peu à écrire, j'ai déjà mes personnages principaux. Donc là, je peux vraiment m'attaquer au squelette de mon histoire. Donc hop, je mets un point A, je mets un point Z, et je commence à mettre des points B, C, D, E, F, etc. Et petit à petit, il commence à y avoir un squelette. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, ce qu'il me faut, c'est vraiment un seul narrateur. Il faut que je sois dans la tête du narrateur, du personnage principal, parce que ça va permettre d'entretenir le mystère autour de tout l'univers. Et tout ça, il y a une raison, forcément. Et, et donc, je pars sur ça. J'avais pas écrit beaucoup sous forme de la première personne, mais je me prends vraiment de passion pour ce style. J'adore. Parce que ça permet... Les introspections sont beaucoup plus marrantes et ça permet de distiller des petits indices de manière beaucoup plus subtile. Et un peu, forcément, tu tords l'histoire du point de vue d'un personnage. Donc c'est aussi beaucoup plus intéressant d'un point de vue du lecteur parce que il se pose, en plus de s'interroger sur la suite de l'histoire, il s'interroge forcément sur les personnages qu'il rencontre parce que comme il lit pas la vie de ces personnages dans leur tête directement, il est obligé de se faire son propre avis, de par les yeux du héros et de la personne qui écrit. Donc je kiffe ce style, voilà, et ça colle parfaitement à l'histoire. Et donc, à ce moment-là, je décide que l'histoire, ça va être le point de vue de Baltem. Baltem, un petit ours qui fait sa rentrée à l'académie et qui est... comment le décrire? En vrai, il est un peu imbuvable parfois. Il est un peu imbuvable. Parce qu'on va beaucoup lui dire qu'il est très doué, et lui, il se pose pas de questions, il l'accepte. Il fait ouais, je suis très doué. C'est un petit côté insupportable. Et c'est pour ça que j'ai su que le personnage était pas mal à suivre, parce que putain, il a de l'évolution à faire. Ah, il a du chemin à parcourir. Parce que putain, ouais, parfois il est... R. Mais bref. Une fois que j'ai ma trame, mes personnages, je sais comment je vais raconter l'histoire, par un narrateur, par Baltem, un seul, et je me dis, let's go en fait. Hein. Là, il n'y a plus qu'à, il faut dérouler l'écriture. Et donc, octobre-novembre, j'écris pas mal. Octobre-novembre 2023.
Décembre, ouais, il y a les vacances, j'ai un déménagement. Bref, j'écris un peu moins. Et j'arrive janvier, février, mars. Et là, c'est intensif, intensif, sa mère. Vraiment, à ce moment-là, je crois que mes potes m'ont pas beaucoup vu parce que, en plus, je prenais un nouveau poste à côté et j'écrivais tout le temps sur mon temps libre. Genre, littéralement, à l'époque, en plus, j'avais essayé de filmer un peu le processus, mais bon, les images sont pas terribles, c'est pas super beau, donc j'en ai jamais rien fait, mais je filmais les moments où j'écrivais, et genre, j'ai des vidéos je sais pas, de quasiment 2 heures à 6h30 du mat, et ça, j'en ai plein, tu vois. Et, et là, ouais, c'était intensif. J'écrivais le matin. Quand j'étais en télétravail, j'écrivais avant de commencer ma journée. Donc, grosso modo, de allez, 6h30, 7h à 9h, dernier carat. Et ensuite, je réécrivais le soir. Voilà, matin, soir, matin, soir. Et le week-end, matin, midi, soir. Donc là, écriture intensive, intensive, intensive. Euh, mais aussi, c'est parce qu'on s'était dit avec Nab qu'on publierait le livre en 2024. Donc il n'était pas question de commencer à traînasser, de commencer à dire ouais, machin et tout. Non, non, il n'y avait pas de place pour la procrastination. Et, et là, voilà. Alors là, petite leçon aussi. Hein. Il n'y a rien de mieux pour contrer la procrastination que de se faire un deal avec quelqu'un. Parce qu'une fois que j'avais dit à Nab que le livre sortirait en 2024, voilà, psychologiquement, je pouvais pas ensuite aller le voir en lui disant ouais, je sais pas trop, en fait, ça sera peut-être pour plus tard. Non, 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 non. Non, non, c'était 2024, c'était 2024. Il fallait assurer, tu vois. Et, et donc, voilà, intensif, intensif. Euh, J'écris tout le temps. Je finis une première version du texte. Là arrive. Et là, en fait, j'ai l'impression d'être soulagé, mais je le suis pas du tout. Parce qu'en fait, une fois que je suis arrivé à la fin de mon premier jet, finalement, alors premier jet que j'avais déjà plus ou moins corrigé, donc on va dire un premier jet avancé. Et là, il faut se taper la recorrection. Quoi. Là, faut relire, faut corriger. Et là, c'est assez frustrant parce que autant quand tu écris des nouveaux chapitres, tu mesures assez facilement ton évolution. Tu mesures le nombre de mots que tu écris, tu mesures le nombre de chapitres que tu écris. Bref, tu as un facteur très tangible et qui monte assez vite un facteur de progression qui monte assez vite. Et quand tu fais de la correction, ton nombre de mots il bouge quasiment pas, tu as juste de la couleur sur ton document. C'est frustrant, mais c'est un travail absolument nécessaire. Il y a genre zéro monde où tu as le choix de faire ou pas ce truc. Genre, il faut le faire, c'est tout. Voilà. Et donc là, je le fais en plusieurs étapes. Et je mets en place aussi tous les systèmes possibles parce que je vais le dire là, comme le dirait Eric Cartman, mais putain, ça me trouvait le cul. Hein. Ah, vraiment, c'est vraiment pas agréable. C'est pas la partie que je préfère. Et donc, je fais tout pour vaincre la procrastination que je sens pointer le bout de son nez. Et donc, c'est simple. Généralement, mon problème, c'est que si je m'en chargeais pas le matin, toute la journée, je me disais ah ouais, non, là, il faut vraiment que tu le fasses. Voilà la charge mentale, quoi. C'est abusé. Donc, il faut pas faire ça. Donc, je me suis dit ok, pour pas que tu penses comme ça, la seule solution, c'est que tu le fasses le matin. Bah ouais, finalement. Et donc là, c'était reparti. Le matin, ça se levait encore plus tôt, et paf, ça relisait, et ça recorrigeait. Et donc comme ça, j'étais vraiment bien, parce qu'en fait, je le faisais le matin, et ensuite, ma journée commençait, et j'étais libéré de la charge mentale de me dire, aujourd'hui, il faut que tu avances. Et donc, j'ai fonctionné en 2 phases. La première phase, ça a été la réécriture, on va dire, de cohérence d'univers. Donc là, je me suis très simplement, j'ai relu tous les chapitres en faisant, genre, en résumant grosso modo le chapitre avec les personnages qu'il y avait et l'action importante qui se passait. Et je me suis fait une sorte de frise, tu vois, je mettais chapitre 1, pof, 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 tu vois, un espèce de serpentin comme ça. Et comme ça, à la fin, j'avais une espèce de grande page avec tous mes chapitres et donc tout ce qui se passait. Là, j'ai pu ajuster toute la cohérence, toutes les erreurs d'imprécision. Déjà, tu as les critères physiques. Donc ça, parfois, évidemment, t'as beau te le noter comme ça, machin, parfois t'es emporté dans ton écriture et le mec
qui avait le pelage brun, il a le pelage noir. Bon, dans le fond, les incohérences font partie des histoires. Dans toutes les plus grandes œuvres, tu as toujours des petites incohérences. Mais il faut quand même essayer de les éviter au maximum. C'est ce qu'ont fait tous les auteurs. Donc là, c'est pareil, il faut essayer de s'appliquer pour faire ça, tu vois. Donc voilà, première relecture, cohérence d'univers, de personnages, d'histoire. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait une info que le personnage sait qui pop comme ça, alors que 2 chapitres après, en fait, il ne le sait pas. Enfin, voilà, il faut que l'histoire soit cohérente dans son ensemble, et il faut pas que ta cohérence soit juste sur un chapitre, parce qu'en fait, là, ça serait quand même vachement mieux qu'il ne sache pas la fameuse information. Bah, à ce compte-là, faut pas qu'il le sache avant, quoi. Voilà, c'est ce genre de petites incohérences sur lesquelles il faut faire attention. Et ensuite, la deuxième partie de cette relecture, c'est la partie vraiment casse-couille, qui est de corriger un maximum de fautes d'orthographe et de grammaire. Donc pour ça, moi, là pareil, hein, je connais mes démons, je sais que je suis pas très fort en orthographe et en grammaire. Forcément, tu le deviens un petit peu. Mais je suis pas très fort. Je suis assez tête en l'air. Quand j'écris, je fais pas du tout attention à ça. Donc, moi, j'ai acheté une licence d'Antidote. Ça coûte pas... Au regard de la quantité de fois où je l'utilise, ça me coûte pas très cher finalement. C'est un bon ROI, quoi. Et, et donc là, tu corriges tout. Donc, d'abord, les fautes d'orthographe très classiques, les fautes de grammaire très classiques, et ensuite les trucs, genre les lourdeurs de phrases et les répétitions. Oh, les répétitions. Les répétitions, c'est un délire. C'est un délire comme quand t'écris comme ça quand t'es dans le flow du truc, baf, ça utilise 5 fois le même mot en 2 lignes. Et là, il faut trouver, tu vois. Alors, soit tu reformules, soit tu utilises des synonymes, ça dépend. Mais ça, c'est vraiment un gros travail. Ça prend pas mal de temps. Et à la fin, je vais quand même faire une petite parenthèse. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette période-là, c'est qu'il faut réussir à identifier. En l'occurrence, là, j'avais une deadline. Donc, il n'était pas question de le faire plus tard. Et donc, à ce moment-là, il faut réussir à identifier un peu ses points faibles ou ses points procrastinants, je les appellerais, et essayer de lutter contre. Donc, voilà, typiquement, moi, je savais, si je le fais pas le matin, je vais passer toute la journée à me demander quand est-ce que je vais le faire. Et finalement, pour me donner bonne conscience, je vais le faire 5 minutes à 23h en me disant « Ah ouais, c'est bon, j'ai travaillé dessus. Ah, super Sam, t'as avancé 5 minutes. À ce rythme-là, ça sera prêt en 2028. » Donc, c'est pas le but. Donc, j'ai tout mis en place pour lutter contre mes problèmes procrastinants. Ça voulait dire se lever un peu plus tôt, travailler le matin avant d'aller au travail. Et donc, je faisais ça grosso modo 5 jours sur 7 parce qu'il y avait quand même... j'avais que 3 jours de télétravail. Voilà. Et là, on arrive fin avril. Fin avril 2024. Non, fin avril. Fin avril, Nab reçoit l'histoire. Je vous parlais de confiance aveugle juste avant. Et bah, sachez qu'il n'avait absolument lu aucun passage de l'histoire avant que je lui envoie un manuscrit de plus de 40 000 mots en lui disant « Voilà, j'ai préféré rien te dire pour te laisser la surprise et que tu lises avec l'œil nouveau. » Alors, je pense, il m'a jamais dit, et je pense qu'il avait un petit peu d'appréhension quand même, parce que finalement, il avait jamais lu de livre à moi. Il m'avait laissé quasiment 6 mois sans rien me demander. Et il fallait que le livre, soit prêt en 2024. Donc, c'était un peu qui tout double quand même, parce qu'il avait le droit de trouver ça nul. Et donc, il relit, et là, il kiffe. Et là, je dois vous avouer que ça m'a fait un immense soulagement. Parce que moi, j'étais sûr que l'histoire me plaisait. Et encore heureux, je suis l'écrivain. Donc, moi, je fais partie de la catégorie des écrivains qui écrivent notamment pour eux. J'ai envie de kiffer, j'ai envie d'écrire une histoire que j'aurais eu envie de lire. Ça a des défauts. Il y en a certains écrivains qui écrivent pour une cible très particulière et donc pas forcément pour eux. Il faut tout pour faire un monde. Moi, j'écris pour me faire kiffer. Et donc, premier objectif rempli. Mais il fallait que ça plaise à Nab. Parce que c'était quand même sur
c'était quand même pour son entreprise, pour Cryptocademia, pour compter de l'or de son entreprise. Donc il fallait que ça lui plaise. C'était pas. Enfin voilà, il fallait que ça lui plaise. Et ça lui plaît. Je me rappelle qu'il l'a lu très vite. Il était content. Il m'envoyait des trucs il m'envoyait des petits messages Discord en disant putain, il s'est passé ça, je suis là. Et après, il m'a même envoyé un espèce de petit bâtard quand il a lu la fin. Donc j'étais là, ok, mission remplie. C'est exactement ce que je voulais recevoir comme message une fois que t'aurais fini. Donc c'était trop cool. C'était trop cool en vrai. Il m'a fait quelques commentaires, principalement des petites remarques par-ci par-là. On a discuté aussi un peu de ce que je voulais véhiculer avec le livre. Parce que voilà, il m'a posé des questions en disant ouais, j'ai vu que t'avais pas parlé de ça par exemple. Est-ce que c'est grave? Et donc là, tu lui expliques, tu lui dis ouais, en fait c'est volontaire parce que l'idée c'est que là j'ai parlé en truc machin chose. Vous avez rien compris, mais on a eu des débats. C'est ça que vous pouvez retenir. Et il l'avait lu en 3 jours. Je l'ai noté sur mes notes et j'ai mis un énorme point d'exclamation à côté. Donc merci Nab de l'avoir relu vite. Ça m'a fait plaisir. J'étais content parce que du coup, le deuxième objectif que ça te plaise à toi était rempli. Maintenant, on n'avait plus après qu'à espérer que ça plaise aux gens, quoi. On était déjà 2, c'était pas mal. Mais bon, c'est quand même mieux si on est plus nombreux pour kiffer, quoi. Et là, si je devais retenir un truc, c'est que je me suis noté des petits points, genre en mode les leçons. Là, je me suis noté que partager, c'est très important dans le processus créatif. Les idées, elles prennent vie que quand on les partage avec quelqu'un, en fait. Parce qu'avant, finalement, ça reste dans ta tête et t'en fais jamais trop. T'en fais un peu rien, quoi. C'est dommage. Et donc, le partage, c'est génial. Parce que c'est toujours hyper positif. Parce que c'est des critiques constructives. C'est-à-dire que t'as des critiques positives, t'as des critiques négatives. Mais si elles sont constructives, les deux sont très bien, quoi. Donc, partagez. Voilà. Partagez. Encore plus si vous êtes créatif. Là, la question, elle se pose même pas. Partagez, quel que soit le canal, quel que soit le nombre de personnes qui regardent ce que vous faites, quel que soit... Mais je dis même pas partager sur les réseaux, en fait. J'avoue que là, je commençais à l'emmener dans ce sens-là, mais même pas. Hein. Genre partager à votre copine, à votre copain, à vos parents, à vos collègues, qui vous voulez, à votre chat aussi, si vous voulez. Peut-être qu'il vous dira miaou, 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 un truc comme ça, tu vois. Je vous laisse traduire. Et donc là, on finit cette partie-là. Là arrive une partie que moi, j'avais jamais faite. Du coup, là, on arrive vraiment au moment où j'ai jamais fait plus loin que ça. Donc, première étape, c'est correctrice professionnelle. Correctrice professionnelle, pas le choix. Ça coûte un petit peu cher. Alors, pas fondamentalement très cher, mais ça coûte cher au regard de ce que rapporte un livre, on va dire. Disons que déjà de base, t'écris pas forcément un livre pour gagner ta vie. Parce que, concrètement, rapporté au temps horaire, il faut en vendre un paquet de livres pour toucher ne serait-ce que le SMIC. Donc tu fais pas ça pour l'argent. Donc évidemment, quand il faut payer la correctrice professionnelle, ça rajoute, c'est vraiment, tu dis ok, on veut avoir notre histoire, on veut que tout soit pro, donc on va l'amener de la manière la plus professionnelle possible, donc on va payer cette correctrice pro. Voilà. Cela étant dit, c'est fondamental et vraiment, ça n'a rien à voir comparé à Antidote, dont je vous parlais juste avant, qui est le logiciel qui corrige les fautes d'orthographe. Un professionnel détectera un paquet de trucs. J'avais été halluciné du nombre de corrections que Estelle m'avait faites. Et tant mieux en fait, ça rend le truc encore mieux. Donc elle corrige à la fois les restes d'orthographe et de grammaire, mais aussi les règles. Je sais pas, par exemple la manière dont tu as d'écrire les chiffres. Est-ce que c'est des espaces sécables, insécables, etc., etc. Donc c'est du tout petit détail, à la fois de grammaire, d'orthographe et de mise en forme, mais c'est très utile
Et ça, à la fin, tu dis, ok, là j'ai un manuscrit, et là c'est solide, quoi. Là c'est vraiment très très solide. Donc on itère sur avril, il me semble. Hein. Donc début mai, je pense que début mai, on a, peut-être fin avril, début mai, je ne me rappelle plus exactement. Mais on a le manuscrit final en fait. Final. Alors, final à ce moment-là. On attend la suite de l'histoire. Comme j'en ai déjà parlé, je crois, là, il y a un nouveau hasard de dingue. C'est qu'en parallèle de tout ça, on monte la maison d'édition Nine Fungible Edition avec Benji, Ere et Matt, sous couvert de projet Cryptomask. Et on se dit quand même, ça serait vachement bien que la première maison d'édition orientée Web3 publie le premier livre de l'académie, qui est aussi l'académie Cryptocademia, qui est une école qui vulgarise la crypto, la blockchain, le Web3. Et en plus, ça serait le premier livre d'Ibellion, qui est un acteur mineur, on va pas se prendre la grosse tête, du CTFR. La line est belle, tu vois. Le storytelling est là. Et donc j'en parle à Benji, Ere et Matt. Ils sont OK. Ils sont OK. Et c'est cool. Voilà. Et on se dit que niveau timing, ça peut passer. Ça peut passer pour essayer de prévendre avant l'été et de distribuer à la rentrée. Donc on passe par le processus un peu classique qui est la maison relit quand même le texte parce que tu vas pas publier n'importe quoi. Donc c'est Benji principalement qui se charge de relire mon histoire. Et là, si je devais retenir quelque chose, c'est que faire une lettre d'intention que tu joins à côté de ton manuscrit, c'est très important. Parce qu'en fait, je n'avais jamais expliqué ce qu'était l'histoire à Benji notamment. Donc, si tu veux, le seul écho qu'il avait, c'était ouais, c'est un monde, il y a 2 peuples, il y a de la magie, une école. Tu vois, donc, un peu en mode raccourci, il s'attendait à lire un Harry Potter, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas un Harry Potter. C'est pas un Harry Potter que j'ai écrit. J'ai pas du tout voulu. Et donc, je disais. Désolé, j'ai eu une coupure de caméra en fait. C'est pour ça qu'il y a un petit réajustement. Donc, je disais. La lettre d'intention, c'est super important. Parce que du coup, ça permet quand même au relecteur du manuscrit de savoir à quoi s'attendre et donc de le lire dans la bonne disposition. Là, je l'avais pas fait, donc c'était forcément, pour Benji, c'était un peu flou, quoi. Et donc, en fait, il s'est posé des questions. Et ils sont, je dis ils, parce que Ere a relu quelques passages aussi, mais de très superficiels, donc voilà. Et ils s'étaient aussi posé des questions sur le style, en disant, tu l'as écrit à la première personne, est-ce que c'est volontaire, etc., etc. Bien sûr que c'était volontaire, donc la lettre d'intention, elle est importante, parce qu'elle permet de dire, voilà de quoi je vais parler, et voilà de la manière dont laquelle... et voilà de la manière avec laquelle je le raconte, quoi. Et une fois que je leur avais dit ça, bah pas de problème, quoi. Après, ils lisent et ils se font un avis par rapport à ça. Et donc ça a été hyper intéressant parce que Benji a vraiment fait un travail de ouf. Donc encore une fois, on revient au début. Je disais, c'est une aventure humaine. Ça implique plein de gens. Alors là, vous avez compris. Déjà, il y a Nab, il y avait la relectrice professionnelle, il y avait Ere, il y avait Benji. Et donc Benji, que je remercie encore une fois, a fait un travail fantastique. C'est qu'il a relu tous les chapitres et il m'a fait des commentaires audio sur chaque chapitre. Et donc là, ça a été long parce qu'il fallait que j'écoute ce qu'il me disait et que je corrige ou non en fonction de ce qu'il me disait. Et ça a été forcément long parce que forcément tu reprends tout ton texte. Donc tout à l'heure je parlais de version finale, spoiler alert, en fait non. Il y a une seconde version finale juste après la version finale. Et ce qui était très intéressant, c'est que Benji n'a pas du tout la même manière d'écrire que moi. Et donc il y a des choses forcément qui l'ont dérangé, qui moi me dérangeaient pas parce que on n'écrit pas pareil. On n'est pas aussi, on est aussi pas consommateur du même genre de style littéraire.
Donc, et Benji est quelqu'un qui aime beaucoup tout comprendre. Moi, à l'inverse, j'aime bien un peu rien comprendre quand je lis un livre. Donc forcément, comme moi j'écris ce que j'ai envie de lire, je m'oriente un peu plus par là. Tu vois, je laisse beaucoup plus de mystère, etc. Et donc on a eu des débats passionnants autour de l'écriture. Euh, et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est hyper important, les critiques de quelqu'un d'autre. Surtout là, en plus, ça venait d'un autre écrivain. Benji a déjà publié des livres. Donc c'est hyper important, les critiques. C'est hyper important de les écouter. Et c'est hyper important de ne pas le prendre personnellement aussi, forcément. Et de les intégrer ou pas, libre à toi. Mais après, faut juste être d'accord avec soi-même. Et toutes les critiques sont bonnes à prendre. La seule qui est pas bonne à prendre, c'est quand quelqu'un vous dira ah ouais non moi euh, j'aime pas, c'est pas mon style ou c'est pas voilà c'est pas ce que enfin j'aime pas quoi. Bon bah ok. Une fois qu'on a dit ça, on a un peu rien dit. La... Il y a des histoires que certains vont aimer, que d'autres vont pas aimer. Faire l'unanimité, c'est pas forcément une bonne chose. Euh, c'est bien parfois que certaines personnes n'aiment pas ton style parce que du coup ça veut dire que tu as un style peut-être un peu plus particulier. Euh, et si quelqu'un n'aime pas votre texte, fondamentalement c'est jamais parce que vous êtes nul. Ça il faut bien le retenir. Ça veut rien dire sur votre qualité en tant qu'écrivain. Et la vérité c'est que être un bon écrivain, il n'y a pas beaucoup de solutions, il faut beaucoup écrire. C'est pas du tout un travail de génie qui serait frappé par l'inspiration. Évidemment, il y en a, mais en majorité, ce sont des gens qui travaillent énormément, qui écrivent beaucoup, qui raturent énormément, qui écrivent 10 000 mots et puis qui rayent du premier jusqu'au dernier et qui recommencent. Donc voilà, quelqu'un qui n'aime pas votre texte, ce n'est jamais parce que vous êtes nul. Peut-être qu'il y a des améliorations. Hein. Je me rappelle que le premier texte que j'ai écrit, les dialogues étaient à chier, quoi. Voilà, je le dis. Je me rappelle, on en avait parlé avec ma sœur. Ils étaient beaucoup trop monotones. Ils étaient tous construits de la même manière. Mais même pas dans le style, hein, dans la forme. C'est-à-dire que c'était tout le temps nananana, dit machin. Et la seule variation parfois, c'était nananana, dit machin, nananana. Tu vois Donc, voilà. Ça, je me suis beaucoup amélioré. Ma sœur a lu la petite nouvelle, l'algorithme présidentiel que j'ai sorti là en juillet. Elle m'a dit, tu vois, là, on sent quand même que tu t'es beaucoup amélioré par rapport au début. Donc, une preuve qu'il faut écrire pour devenir écrivain. C'est assez rassurant finalement parce que tout le monde peut le faire. Hein. Donc c'est cool, voilà, tout le monde peut le faire, c'est cool. Il faut vaincre un peu la procrastination. Si vous avez besoin d'aide d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, vous me DM. Moi j'ai construit plein de systèmes pour vaincre la procrastination autour de l'écriture et pouvoir permettre aux gens de finir leur livre. Donc n'hésitez pas, je serais ravi de vous aider. On en revient à la chronologie de la sortie de l'étreinte éthérée Legends of Karnoa. Et grand merci à Benji parce qu'une fois qu'on avait fini ça, le texte était finalisé. Et là, on était du coup, grosso modo, j'ai dit mi-mai tout à l'heure, ouais, je pense qu'on ne devait pas être trop loin de ça. Peut-être, ouais, allez, on va dire ça. Et là, on décide, donc on voulait faire les préventes fin juin. Gros rush parce que là, il y avait toute la partie du coup non artistique à noter. C'est franchement pas la partie la plus intéressante, mais je me suis fait une petite liste, je vais vous la lire. Donc, l'avantage, c'est que comme je suis aussi dans la maison d'édition, c'était déjà plus facile pour organiser tout, quoi. Mais il y avait les contrats, le marketing. Ici, on a fait du full organique, hein, donc finalement, pas tant de marketing que ça, à part les quelques vidéos que j'ai pu tourner moi. La couverture. Ok, j'avoue, là, c'était un peu artistique, mais il y a eu tellement d'itérations qu'à la fin, ça devenait plus artistique du tout. En plus, il faut faire attention aux tailles et putain, c'était galère. Et c'est là aussi que c'est bien de travailler avec un bon imprimeur parce qu'il nous a tout de suite dit, ok, alors vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, dans telle dimension, vous laissez tant de marge, machin, etc. Donc c'était au top, quoi. C'était au top parce que sinon, putain, je me serais tiré une balle. Déjà, moi, voilà, si je peux vous montrer, en gros, moi, au départ, j'avais juste fait. Merde, je vais pas me mettre devant le micro, mais au départ, j'avais juste fait un rectangle pour la couverture. Donc, j'avais fait un rectangle comme ça.
un rectangle comme ça. Sauf que, spoiler alerte, les trucs sont pas du tout imprimés un par un et collés ensuite. Hein. Les trucs, ils sont imprimés comme ça, en large, quoi. Donc, en fait, il faut que tu fasses un seul fichier. En l'occurrence, je travaille sur Photoshop, mais il faut un seul fichier Photoshop qui fasse la taille entière de ton rectangle avec couverture arrière, couverture avant, tranche au milieu. Et il faut laisser un fond perdu partout parce qu'en fait, l'impression n'est pas un système qui est précis au nanomillimètre. Donc, il faut aussi que ta couverture, elle soit imperméable aux petites variations de distance. Et effectivement, moi au début, très naïvement, j'avais fait des trucs qui tombaient parfaitement dans les coins. Là, Benji, il m'a dit, frérot, si tu fais ça, il va y avoir des fois où le coin va être absorbé par rien, et des fois où tu vas avoir le morceau du coin parce qu'en fait, ça va être décalé un peu vers l'intérieur. Bah, heureusement qu'il me l'a dit. Hein. Parce qu'effectivement, quand je regarde les livres, les qualités sont top, 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 top. Mais tu as des décalages, mais qui sont très légers. Je pense que ça se compte même pas en demi-millimètre, quoi. Mais sauf que tu as un petit décalage. Donc, effectivement, ça peut poser problème. Donc, couverture. Gestion avec l'imprimeur. Les ISBN. Le site. La page de vente. Etc., etc., etc. L'envoi à la BNF après quand c'est imprimé. Réception des tests d'impression, etc., etc. Donc ça a été une grosse organisation avec Benji et Ré, donc la maison d'édition, et moi-même. Ça a été très long, ça a été... Franchement, putain, on s'est donné. Hein. Mais on a réussi. Et on a sorti les préventes. On avait dit fin juin, on l'a sorti pile fin juin. On a sorti pendant 2 semaines en disant, ok, jusqu'au 14 juillet, il y aura les préventes. L'avantage des préventes, c'était qu'il y avait accès à la version collector, et il y avait des bonus sur la version collector et sur les versions classiques aussi. Et ce sont des bonus que tu ne retrouveras pas sur la version classique qui est maintenant disponible sur Amazon, la Fnac ou notre site internet. Quoi. Sortie des préventes, et là, moi, je suis giga stressé. Je me dis, mais putain, qu'est-ce qui va se passer déjà, si j'en vends 5, c'est exceptionnel. Enfin voilà, vraiment la panique totale. Parce que c'est le dernier pas, quoi. Donc t'es là, et en fait, il faut que tu fasses... Là, maintenant, c'est le pas presque le plus important, parce que c'est le pas où bah ouais, évidemment, tout n'est pas parfait. Ta page de vente, elle pourrait être un petit peu mieux. Peut-être que ta couverture, t'aurais pu travailler dessus 2 heures de plus. Peut-être que ton texte, t'aurais pu modifier 7 virgules ou 7 virgules. Il y a un moment, faut stopper, faut que les choses avancent. Votre premier livre, et je vous le souhaite, ne sera jamais le meilleur que vous écrivez. Donc, il faut arrêter le perfectionnisme. À un moment, il faut se lancer. Dernier pas dans le vide, sortie des préventes. Quel accueil. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Quel accueil. J'ai été franchement hyper content de l'accueil qu'ont fait les gens. On a été vachement soutenus, notamment par notre communauté commune de eBay Lyon et de Cryptocademia. Donc ça a été un plaisir. C'est aussi le moment où moi, de mon côté perso, j'ai fait bas les masques. Donc j'ai publié sur mon Insta perso, mon LinkedIn, etc., etc. Donc là, j'ai reçu plein de messages de gens qui disaient « What ? Mais qu'est-ce que tu fais ?» et tout. Donc trop cool, quoi. Trop cool. Gros soutien aussi de ce côté-là. Et en 2 semaines de pré-vente, on avait dû vendre... on a vendu plus de 50 bouquins. Et ensuite, avec les retardataires... tant qu'on n'avait pas reçu les livres, on a continué à prendre les commandes comme si c'était des préventes, en l'occurrence pour la version classique, parce que la version collector, on a très vite décidé, il fallait dire à l'imprimeur assez vite combien on voulait en imprimer, et on a très vite décidé, au vu du nombre qui en avait été acheté et de la version pour moi et pour Nab, on avait arrondi à 50, et donc il y aura 50 exemplaires collector, et c'est tout. Et donc à la fin, là, on a quasiment vendu 70 livres, donc c'est ouf, mais... Enfin, genre, ça fait 2 classes, quoi. C'est un grand amphithéâtre. C'est vraiment... Je suis tellement fier de ça. Je suis tellement reconnaissant des gens qui m'ont soutenu dans cette démarche. Ça me fait super plaisir. Et quand j'ai reçu le livre imprimé à la fin, j'étais tellement fier. Et j'étais tellement fier de pouvoir les envoyer aux gens en disant voilà, votre soutien, il a beaucoup compté et vous êtes récompensés parce que vous avez un beau livre entre les mains. Et voilà. Donc merci à tous ceux qui ont commandé, franchement, en pré-vente surtout.
en sachant que le livre allait mettre 2 mois à arriver. Merci du fond du cœur. Sans vous, mon rêve aurait été beaucoup moins beau. Voilà. Et voilà. J'ai relu un peu mes notes parce que là, petit moment d'émotion, hein, donc il faut se remettre dedans. Mais maintenant, il y a la version classique, hein, comme je disais, qui est disponible partout. On a signé les versions collector ce week-end avec Nap, hier en fait. Donc on a passé, voilà, on a signé, enfin Nab a signé, moi j'ai pas signé encore, je vais le faire après là. Donc toutes les versions collector sont dédicacées. On a aussi dédicacé les versions classiques pour les gens qu'on connaissait, pour les remercier quand même. Forcément, ceux-là sont pas numérotés. Les collectors sont numérotés. Il y a des images en plus, petite couverture rigide, petit message de Nab, de moi. Donc vraiment, vous avez un morceau d'histoire entre les mains. Voilà, ça, vous pouvez bien le garder. Vous avez un morceau d'histoire entre les mains. Premier livre de la première maison d'édition Web3, premier livre d'Ibellion, premier livre de la trilogie de Cryptocademia. C'est fantastique. Donc, la dernière leçon que je peux vous donner aujourd'hui. Et c'est hyper bateau. Je suis peut-être le premier homme sur cette terre, avec un grand H, à dire cette phrase, mais croyez en vos rêves. Voilà. C'est hyper bateau, c'est hyper cliché, mais c'est tellement vrai. J'en ai tellement rêvé de tenir entre mes mains mon premier livre. C'est pas le premier que j'écris, mais c'est le premier livre, quoi. C'est physique. Tu vois, parfois j'ouvre, je relis une phrase et je souris parce que je suis ah putain, c'est moi qui l'ai écrit. C'est dingue. Et de voir que tout s'est bien passé avec l'impression. Enfin voilà. Donc, croyez en vos rêves. N'ayez pas peur de vous faire aider. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais, si vous avez du mal à finir votre livre, vous pouvez venir me voir. N'ayez pas peur aussi de vous faire accompagner sur le reste. Hein. Voilà, je disais que c'était une aventure humaine, bah oui, parce que c'est une idée qui initialement n'est pas de moi. Donc Aubin m'a demandé d'écrire un livre autour de ça. Même si après c'est que moi qui ai fait le processus d'écriture, bah c'est pour ça que Aubin il est remercié à titre d'apporteur d'idées dans le livre et dans le contrat d'édition aussi d'ailleurs. Et donc aventure humaine parce que Aubin, parce que la maison, avec Benji, avec Eri, avec Matt. Mention vraiment dédicace spéciale à Benji qui a passé beaucoup de temps à relire et à parler sur ce que j'avais écrit euh, pour, le critiquer et rendre une encore meilleure version du manuscrit. Et derrière tout ça, bah, y a aussi la correctrice notamment. Hein. Mais derrière tout ça, il y a tous les gens qui ont acheté le livre. Vous faites aussi partie de l'aventure qui n'existerait pas si vous n'étiez pas là. Voilà, voilà. Donc tout ça aura pris un paquet de temps finalement. Démarrer première discussion en septembre 2023. Le livre est imprimé et va être envoyé en septembre 2024. Et pourtant, le dernier mot du manuscrit avait été posé en mars, quoi, fin mars. Après, il y a eu toutes les corrections. Et donc, voilà, je disais tout à l'heure, fin du premier jet, 50%. Je pense que je suis pas trop loin de la vérité et je suis peut-être même un peu gentil. Bref, on surestime ce qu'on peut faire en une journée. On peut pas écrire un livre en une journée. Mais on sous-estime grandement ce qu'on peut faire en un an. Et en un an, on peut en écrire plusieurs livres. Voilà. Je vous laisserai sur cette phrase-là et je vous dis à une prochaine. C'était Ibellion. Peace.